Retour sur le plateau d'Equinox ce soir pour cette deuxième partie avec nos invités. André Luther Meka, militant du RDPC, Maître Fabien Kenyé, militant du MRC, Maître Clément Nakon, avocat au barreau du Cameroun, et Alain Dipou, journaliste. Alors c'est vous qui avez la parole, je crois, Maître Nakon? Non. Maître Fabien Kenyé, tout à l'heure avant la réclame, en rapport avec ce sujet portant sur ces questions de mœurs. Je voudrais, avec votre permission, solliciter votre commentaire sur ce texte, ce tweet de Maître Akere Mouna. Maître Akere Mouna qui estime qu'en l'espace de 2 jours, il y a eu des scènes de présentation d'images obscènes sur les réseaux sociaux et que de son point de vue, il s'agit là des violations graves des droits de l'homme qui doivent être condamnées. Bien entendu, Duval, je crois que cela aura été la trame de toutes mes interventions. Notre bâtonnier a parfaitement raison quand il s'exprime ici à travers ce tweet. Parce que voyez-vous, l'image sur le plan international est sacrée. Et cela relève effectivement des droits de l'homme dont il est l'un des plus grands protecteurs. Et je puis dire et confirmer que quand il le dit, il est totalement meurtri. Parce que voyez-vous, au-delà des droits de l'homme, nous maîtrisons tous ici au niveau national la statut de bâtonnier Akere Mouna sur le plan international. Il voudrait simplement attirer l'attention de l'État parti RDPC qui est devenu aujourd'hui un cancer social qu'il faut extirper de la société quand même, pour qu'elle se rechine, pour qu'elle se réinvente sur ce genre de tolérance. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, nous m'offusquons de ce que, malgré toute cette dépravation de mœurs, aucune autorité judiciaire jusqu'à présent, que ce soit quelqu'un ministère que ce soit, n'est levé le petit doigt. Cependant, nous avons eu quelqu'un qui avait revendiqué le titre de ministre avant d'être nommé par le chef des hautes instructions. C'est toujours le débat. À une certaine fonction. Comme vous connaissez, tout ce qui a cru devoir sacraliser cela, qui est même son comment dire, on parle parfois de confrère, mais quand on est inférieur, on s'appelle son confrère inférieur. Donc il est dans... nous devons nous inspirer de ce genre de personnes. Quand nous inspire, cela fait partie de ça, monsieur... Maître Clément Nakon, je partage avec vous ce tweet de Maître Akere Mouna. Je reprends exactement le tweet dans son intégralité. 2 jours de suite, des espaces privés ont été pris d'assaut, des citoyens menacés et filmés nus. Ce en violation de la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que le Cameroun a ratifié. Pour cette torture, force à la loi. C'est le tweet de Maître Akere Mouna. Oui, le bâtonnier Akere Mouna est resté égal à lui-même, c'est-à-dire extrêmement rigoureux dans ses sorties et quand dans l'application au respect de la loi. Parce que son tweet met en exergue 2 choses. Il y a le respect de la loi, pas tout le monde, parce qu'on ne doit jamais s'en départir, et le domicile privé qui ne doit pas faire d'objet de violation. Parce qu'au-delà des conventions qu'il a indiqué que le Cameroun a ratifié, même notre constitution le dit de façon très claire dans le préambule. Le domicile privé est sacré. Et le même préambule indique que aucun homme ne doit faire l'objet de traitements inhumains et dégradants. Ça relève de la torture. Donc ce qui s'est passé à Bonamou, ça dit... Et c'est inspiré d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Absolument. Ouais. Des textes que Cameroun a ratifiés depuis 1948. Donc ce qui s'est passé à Bonamou, ça dit l'autre jour, il s'agit de traitements inhumains et dégradants qui doivent être sévèrement sanctionnés. Donc une fois de plus, je lance mon appel vers les autorités qui, dédiées
à ce type de situation pour qu'ils prennent les responsabilités et qu'on puisse éviter le délitement social dans notre pays. Alain Djibou, sauf si vous voulez revenir sur ce tweet de Maître Akéry Mouna, je voudrais solliciter votre analyse de ce fait qu'on a enregistré dans le journal en rapport avec l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain qui a passé sa première nuit en prison et qui s'apprête là à passer sa deuxième nuit en prison. C'est inédit, non? C'est inédit. Je crois que le présentateur du journal de 20h de Equinox l'a si bien relevé. Et ce qui se passe en Afrique du Sud montre tout simplement que il faut que l'on garde présent à l'esprit que nul n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'on a été ancien chef d'État qu'on ne doit plus répondre de ses actes lorsque la justice nous interpelle. Et donc, il paye seulement le prix fort, n'est-ce pas, de son zèle et puis de son esprit, je veux dire, un peu frondeur vis-à-vis des bonnes pratiques en Afrique du Sud. Sous d'autres cieux, on aurait pensé qu'au regard de son âge, compte tenu de son statut, ancien chef d'État, peut-être, il bénéficierait d'une certaine immunité pour tout au moins éviter d'être embastillé. Bon, malheureusement, c'est lui-même qui a, j'allais dire, il a offert, n'est-ce pas, le fouet pour qu'il soit châtié en refusant de répondre devant la justice et puis en la narguant. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un modèle de comportement social. Donc, je crois que c'est ça qui est mis en exergue et d'où l'embastillement d'un ancien chef d'État. Et il a l'autre acte d'élégance peut-être qu'il a posé, c'est qu'il lui-même allait se présenter. Oui, après une prise de conscience assez tardive, parce que il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il n'y a pas d'élégance. Il a tenu d'avant. C'est la date butoir. Si, bon, là c'est presque pratiquement sous pression, mais s'il avait compris la donne dès le déclenchement de l'affaire, on n'en serait pas arrivé là. En réalité, Meka, je suppose que vous, au RDPC, quand vous regardez ça, vous devez être bien amusé de voir qu'un président de la République, un ancien président de la République se retrouve en prison. Non, disons que la même rigueur est appliquée au Cameroun. Avec, dernièrement, vous avez suivi le rapport de l'Audi du Covid. C'est toujours le sujet aussi. L'affaire Épervier, qui a notamment épinglé un certain nombre de camarades. Donc, je crois que l'Afrique du Sud s'inspire même de la rigueur du Cameroun dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption. Parce que si il y a un pays qui doit faire jurisprudence, notamment dans la lutte contre la corruption dans le monde, je crois que le Cameroun a assez avancé dans ce sens-là. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que le président Jacob Zuma lui-même s'est rendu après s'être retiré dans sa région, je crois le KwaZulu-Natal, et il s'est rendu lui-même parce qu'il a été condamné en sursis par rapport au fait qu'il a refusé, n'est-ce pas, de comparaître dans une commission anti-corruption. Je voudrais dire donc aux Camerounais que ce n'est pas inédit pour le Cameroun, puisqu'il y a des autres responsables de l'administration camerounaise et même des premiers ministres qui ont été épinglés dans le cadre... Enfin, quand je posais la question, je pensais davantage à la posture d'un chef d'État qui a quitté le pouvoir, c'est-à-dire qui n'est plus en fonction et qui se retrouve plus tard devant la justice. Je pose la question parce que je dois vous rappeler, je ne sais pas, il faut rappeler en réalité Meka que en avril 2008, la constitution du Cameroun, celle du 10 janvier 1996, a été modifiée. Et si je peux partager avec vous, cette disposition, c'est le titre 3 de la Haute Cour de justice. Article 53 nouveau. Un peu plus loin, on peut lire « Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres les composants. »
Plus loin, les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. Le sentiment qu'on a en écoutant ceux qui commentaient cette disposition nouvelle de la Constitution au moment où cela a été adopté par l'Assemblée nationale, c'était que c'était une sorte d'immunité qu'on garantissait au président de la République lorsqu'il aura quitté ses fonctions de chef d'État. Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec ce qu'on est en train de vivre en Afrique du Sud en ce moment? Non, moi je crois que ce n'est pas en contradiction, notamment dans le cadre de l'application de la loi. Parce que en fait, ce que j'ai voulu démontrer au Camerounais, c'est que ce soit le président Jacob Zuma, que ce soit au Cameroun, des hautes dignitaires, des responsables de gouvernement au plus haut niveau ont été jugés. Maintenant, en ce qui concerne le parallèle que vous faites, j'aimerais bien voir comment cela peut être appliqué. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est de dire, excusez-moi la répétition, que le Cameroun est très avancé dans le sens, n'est-ce pas, de l'égalité de tous devant la loi. Je voudrais d'ailleurs commenter aussi le tweet du Maître Akere pour dire que c'est effectivement ce genre de poste qui crée l'ambiguïté dans le cadre, n'est-ce pas, des dénonciations. Et comment ça? Pour la simple raison que quand je faisais l'analyse, je vous disais que c'est une lutte de dénonciation masquée lorsque les gens mettent un certain nombre d'images à la portée du public pour dire voilà ce qui se passe, bien qu'ils enfreignent la loi, bien qu'ils publient, ils exposent la nudité, mais ils sont dans une sorte de dénonciation. Et lorsqu'il dit qu'il reste égal à lui-même, je ne sais pas, parce que... mais qu'est-ce qui vous gêne dans ce tweet-là? Ce qui me gêne, c'est qu'il devait d'abord, notamment, expliquer le contexte, parce que on ne peut pas dédouaner cette scène. On ne peut pas dédouaner. Mais il ne dédouane pas. Il dit qu'il y a des images de personnes filmées nues sur les réseaux sociaux et c'est en violation d'un certain nombre de dispositions ratifiées par le Cameroun. Oui, mais vrai, je crois qu'un homme politique, il devait d'abord condamner notamment l'intention, parce qu'il y a une sorte d'intentionnalité dans cette vidéo-là. Ces jeunes voulaient faire quelque chose. Et cette chose-là, nous la connaissons. Donc, en tant que responsable, on doit d'abord dire ce qui a voulu être fait pour la jeunesse, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Mais, par contre, ils ont le droit, n'est-ce pas, d'avoir une dignité. C'est important de préciser, parce que s'il le dit de façon lapidaire comme ça, c'est comme s'il voulait protéger, n'est-ce pas, l'acte. Et puis, lui-même n'est pas aussi un modèle, parce que, bon, je ne sais pas s'il est bien libre, hein, parce qu'il était condamné à 3 ans de prison avec sursis sur une affaire de faux et usage de faux et dissimulation de procédures dans le contexte, n'est-ce pas, de la gestion des biens familiaux. Donc, automatiquement, il ne faudrait pas aussi lui donner un blanc-seing. Maître Fabien Kenyé, sur l'emprisonnement de Jacob Zuma, vous, MRC, vous en tant qu'homme politique, ça vous inspire quoi comme commentaire? On est là, en Afrique du Sud, dans une situation où, de toute évidence, on voit que les institutions fonctionnent très bien. Il y a une sorte de séparation stricte des pouvoirs où un président de la République, fût-il un ancien président de la République, peut être jugé, condamné et jeté en prison. Je vais permettre de dire à M. André Meka que Al Capone, l'un des plus grands criminels du monde aux États-Unis, avait eu droit à un procès équitable. Ils ne le savent pas au RDPC. Quand bien on est coupable, le problème ce n'est pas vous me donnez la culpabilité ou pas, c'est la dignité humaine qu'on préserve. Voilà. Cela dit, le droit de l'homme aussi. Cela dit, je voudrais... C'est ça le problème de la société camerounaise. Cela dit, je voudrais vous assurer, et je suis convaincu de manière ferme, que M. Biapol, s'il avait été en Afrique du Sud, depuis 2011, il sera en prison. Si M. Biapol avait été en Afrique du Sud, sur quel fait, il serait aujourd'hui en prison. Sur quel fait? Pour la simple raison, sur la simple raison que le 18 janvier 1996, les Camerounais sont assis
pour décider d'un contrat social, n'est-ce pas, qui est la Constitution qui disait... C'est passé par le Parlement. C'est passé par le Parlement. C'est le Parlement qui représente. Non, c'est le Parlement qui représente le peuple. C'était assis. C'est passé par le Parlement. Il ne faut pas tromper les Camerounais. 1996 pour dire qu'on décidait ou qu'on octroyait à ce monsieur un mandat de 7 ans, une seule fois, et nous l'avait imposé. C'est passé par le Parlement, maître. Est-ce que le Parlement ne représente pas le peuple? Autant que vous souvenez. Est-ce que le Parlement ne représente pas le peuple? À la faveur de ce qu'on a appelé, les émeutes de la faim, au moins 200 Camerounais ont été massacrés. Pour que ce monsieur en vienne, vous tirez vos chiffres, revenir sur les élections en 2091 et aujourd'hui en 2011 et il a encore eu président de la République. Il n'aurait pas eu les faveurs de ce que le pays comme l'Afrique du Sud a. Je vais vous dire quelque chose avant d'arriver à Zuma. Moi je vais rappelez-vous que rapidement parce que moi je vais répondre. Vous allez aussi dans le même temps. Donald Trump, dans le plus puissant du monde, a essayé de se maintenir au pouvoir. Il a été chassé comme un rat. Je pèse bien mes mots. Pour dire quoi? Dans les pays normaux, personne n'est au-dessus de la loi et cela devrait nous interpeller. Avant Jacob Zuma, il y a eu après Mandela. C'est un homme extrêmement exceptionnel. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Après, il y a eu Thabo Mbeki, qui a été pris à partie, mis en minorité par l'ANC. auquel il faisait partie. Il est parti tranquillement. Par la suite, avec tout ce qu'on a reproché à ce monsieur, Jacob Zuma, il a cru de voir ce qu'il fait. Et force est rester à la loi. Et ça permet de comprendre que dans une société civilisée, ou qui se veut démocratique, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Donc, l'exécutif ou le pouvoir judiciaire devrait être, à quelque moment que ce soit, inféodé au pouvoir exécutif. Or, il se trouve que dans notre pays, c'est l'étude que je fais. M. Paul Biya est le chef de l'État, de l'exécutif, il est le chef de l'Assemblée nationale, il est le chef du pouvoir judiciaire. C'est pour ça que je dis la convention ou la constitution personnelle des prisonniers. Voyez-vous, il faut bien que les Camerounais le savent. Il faut qu'on sorte. S'il ne l'avait pas fait, et il y a la justice remise en branle. Or, il se trouve dans le contexte, la justice appartient à M. Paul Biya, qui aujourd'hui a créé une justice parallèle. Le tribunal militaire qui se charge de noyer plus d'une centaine de Camerounais qui propice de... Alors, je fais une précision. Ça, c'est ce que vous dites, parce que dans les faits, non, ce qui est, c'est que au Cameroun, il y a trois pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif qui est bicéphale, donc tenu par le président de la République et le gouvernement. Il y a un pouvoir, permettez maître, il y a un pouvoir législatif qui est bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat, et un pouvoir judiciaire qui est tenu par les différentes juridictions, parmi lesquelles la plus haute qui est la Cour suprême. Maître Clément Nacon, en réalité, ce débat ne devrait même pas se poser, puisque la juridiction même qui est chargée de juger le chef de l'État n'a pas encore été créée. On parle de la Cour, la haute cour de justice, elle n'existe pas encore dans la réalité. Le débat ne se pose 24 ans après. En tout état de cause, je vais vous répondre. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud doit nous interpeller parce qu'il s'agit là de la construction permanente d'un état de droit. C'est-à-dire des considérations d'ordre général, il y a le respect de la loi. Parce que la loi, c'est celle que nous nous sommes fixés, elle est impersonnelle, s'applique à tout le monde. Et tout le monde doit être égal devant la loi. Il y a également cet autre pan qui est l'indépendance de la justice. Parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud est hautement appréciable et nous devons pouvoir copier ce qui est intéressant, ce qui est bien. C'est-à-dire la loi, inviter tout le monde à respecter la loi, et surtout les politiques, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas en dessous non plus, mais tout le monde doit pouvoir savoir qu'il y a des limites lorsque la loi se met comme paravent. Non, c'est André Luther Meka, à qui je donne la parole rapidement, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Non. Ah oui, Alain Djipou, puisque vous avez interviewé sur le sujet, d'abord avec
le premier sujet. Voilà, donc sur le Zuma. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer rapidement pour ce qui concerne cette affaire d'incarcération, l'emprisonnement de Jacob Zuma? Non, juste pour rappeler à monsieur le chef de l'État du Cameroun que lui qui pense avoir parachevé la mise en place des institutions, qu'il y a encore une autre institution importante qui reste sur le papier depuis la mise en œuvre de la Constitution de 1996, à savoir la Haute Cour de justice. Donc, il faudrait bien que cette institution prévue par la Constitution soit mise sur pied. Donc, il ne faut pas donner... Vous savez très bien qu'au sortir d'une élection, il disait qu'avec le Sénat, la mise en place du Sénat, on va parachever l'architecture institutionnelle, mais ce n'est pas tout. On se rend bien compte à l'évidence qu'il y a un certain nombre de choses qui manquent. Et puis, juste pour dire que, en fait, l'excuse sera vite trouvée, puisque dans la Constitution, on a dit que ces institutions-là vont se mettre en place de manière progressive. Et voilà. Donc, c'est donc ça la notion élastique et ambiguë de progression là qu'on ne perçoit pas bien, pour que la décentralisation commence à se mettre sur pied, piétine, d'abord piétiner avant d'être implémenté. Il a fallu une trentaine, une vingtaine d'années. Pareil pour la Haute Cour de justice. Je ne veux pas parler de l'article 66 dont parlait Maître Kenyé sur la déclaration des biens. Donc pour dire que, en fait, puisqu'il s'agit d'un article de la loi qui est en réalité la meilleure gage, la meilleure arme contre la corruption, l'atteinte de la fortune publique, je crois qu'on devrait même commencer par là, au lieu de multiplier les structures qui se marchent les pieds dessus, et sans qu'on ait véritablement l'impression qu'il y a une volonté derrière la lutte contre la corruption, alors que en fait, un peu l'équilibre passé. Alors que en réalité, alors que dans la réalité, on est plutôt dans un système d'épuration. Très bien. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Finalement, merci à vous, André Méka. Je vous donne la parole pour dire au revoir aux téléspectateurs. Il y a des choses qui vous avez pris la parole. Est-ce que M. Bia a appliqué l'article 66 qui lui impose de manière péremptoire de déclarer ses droits avant d'entrer en fonction? C'est moi qui pose la question. Sauf si... Je voudrais dire que pour ce qui concerne la Constitution, le chef de l'État a deux modalités. Soit il consulte le peuple par référendum, soit il consulte le Parlement, et il a consulté. Il a choisi le Parlement. Très bien, ce qui a été clair. Merci. Donc, il est l'assentiment du peuple. Très bien. Merci André Méka d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Maître Fabien Kenyé. Merci Maître Clément Nakon d'être venu là. Merci également à vous, Alain Djipou. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.